vous avez été l'une des grandes voix à avoir alerté l'opinion publique sur les risques d'attentats de grande ampleur. Ça n'a pas suffi à déjouer le drame du 13 novembre. Est-ce que vous vous dites j'aurais dû parler plus fort ? Non, tout le monde était au courant dans les services antiterroristes qu'on allait se prendre un attentat. Donc en fait, ce que j'ai dit moi de cette ampleur ? Oui, tout à fait. Ce que j'ai dit publiquement est quelque chose dont on discutait entre nous. Moi, je l'ai dit publiquement fin septembre 2015 qu'on allait avoir des attentats d'envergure. Mais en discutant avec les services de renseignement qui n'arrivaient pas, si vous voulez, du tout à contrôler ce qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire des retours de commandos qui voulaient frapper la France. Il faut savoir, depuis novembre 2014, il était prévu que la France soit frappée. Il y avait une décision qui avait été prise par l'état-major de l'État islamique. Et on avait confié la tâche à Abaoud de le faire. Toute l'année 2015, ça a été, on a cherché Abaoud pour essayer de le neutraliser. Enfin, de l'abattre, pour être clair, il ne faut pas se rêver. Il y a eu un énorme fiasco entre les Grecs et les Belges en janvier 2015, parce qu'il devait y avoir une opération coordonnée des Belges et des Grecs, parce qu'Abaoud était en Grèce et son équipe était en Belgique. Malheureusement, les Belges ont tapé 2 jours avant, parce qu'ils ont eu peur d'un attentat, et du coup, les Grecs n'étaient pas prêts. Donc, ça a été plein de petits fiascos comme ça pendant toute l'année 2015. Il y a eu aussi ce problème de tous les réfugiés, la masse de réfugiés qui venaient. Donc, dans le lot, c'était facile, comme Abaoud d'ailleurs, d'être dans le flot des réfugiés. Et donc, on n'a pas été aidé aussi par les circonstances. C'était près d'1 million de personnes qui quittaient ce territoire. Donc, tout ça a été très, très compliqué. Et surtout, on s'est rendu compte que des personnes partaient en Syrie, revenaient en France, partaient en Syrie, revenaient en France. Donc, on ne contrôlait plus rien. On ne savait pas qui partait, qui revenait. Et ça veut dire un attentat. Sauf que vous avez eu en face des protagonistes. Oui, j'ai eu le 15 août 2015, j'ai eu une des personnes qui était pressentie pour faire des attentats contre un concert de rock. C'était Red Aram, on était le 15 août. Il a tout dit d'ailleurs, il l'a dit. Voilà, il nous a demandé de faire un attentat contre un concert, mais j'en sais pas plus. Je devais avoir un message crypté pour dire quand, comment récupérer les armes, etc. Donc, on en était là. Moi, je vous rappelle quand même que fin août, on parlait de yaourt périmé, mais j'étais périmé, moi, pour l'antiterrorisme. J'arrivais à la règle des 10 ans et je suis parti faire les affaires familiales à Lille. Donc, vous êtes parti ou... Je suis parti parce que la loi m'y obligeait. Hein. La loi vous n'a pas viré. Les 10 ans, voilà. Vous a viré ? Oui, on ne peut pas faire 10 ans de plus d'affilée. Voilà, donc j'arrivais à mes 10 ans, moi, en ce qui me concerne. Donc je suis parti, ce qui a été très difficile psychologiquement, parce que quand vous savez que ça va y avoir des choses dures, vous avez envie d'être là pour aider. Vous saviez en partant qu'il allait se passer des choses Oui, c'est pour ça que j'avais voulu d'ailleurs alerter de ça en faisant une interview en septembre sur la question. Mais voilà, c'est plein de petits problèmes, des accumulations, un ennemi trop puissant à ce moment-là par rapport à nos moyens. Si vous voulez, on n'est pas comme... Il n'y avait pas de PNAT, il n'y avait pas 26 magistrats au parquet antiterroriste. Et justement, c'était ma prochaine question. Quelles leçons on a tirées de ça, cet échec ? On a augmenté énormément les moyens, que ce soit pour le renseignement. La DGSI a eu beaucoup de moyens. On a augmenté énormément les moyens en magistrats. On a aussi créé le renseignement pénitentiaire, un service national de renseignement pénitentiaire, qui est quand même quelque chose d'important, qu'on puisse avoir des informations sur ceux qui sont radicalisés en prison, qui se radicalisent, qui sont potentiellement dangereux à la sortie, même s'ils n'ont pas l'étiquette terroriste, même s'ils n'ont pas été condamnés pour ça. Il y a eu plein de structures qui sont mises en place pour coordonner les renseignements, parce que moi j'ai vécu une période où il y avait des cachotteries entre services de renseignement, on ne se disait pas tout, et ça continuait sous ce terrain-là. Ça, c'est fini ? Ça, c'est fini, je l'espère. Je ne peux pas vous dire à 100%, mais je pense que c'est fini. Et puis, il y a eu aussi, on l'a bien vu, des problèmes sur les forces spéciales d'intervention, BRI, RAID, GIGN, qui fait quoi ? Et ça aussi, ça a été réglé après. Donc, il y a plein de choses qui ont été mises sur la table, qui ont été réglées. Je dirais que maintenant, on a quand même un service... On est au point ? On est au maximum. Voilà, on a beaucoup plus de moyens alors que l'ennemi est moins fort. On a tiré des leçons, en tout cas. Oui, ça c'est clair, mais c'est toujours pareil, il faut un bain de sang pour qu'on les tire. Oui, c'est toujours un peu difficile. Et quand vous étiez à l'intérieur comme moi et que vous voyez la catastrophe arriver, et là les moyens n'y sont pas à ce moment-là, si vous voulez. Voilà. Puis on a commis une erreur aussi, c'est qu'on a laissé penser. Le problème de Charlie Hebdo en janvier 2015, le vrai problème de cette histoire, c'est que comme c'était atypique, en fait, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il allait nous arriver en novembre, les Français n'ont pas bien compris
qu'il y avait une vraie menace terroriste d'ampleur, de guerre sur notre territoire. C'était des problèmes des caricatures, donc c'est quelque chose de très spécial. Ils n'ont pas vu que non, la vraie menace n'était pas là, c'était beaucoup plus large que ça. C'est vraiment quelque chose de très important qui allait nous arriver. Le seul survivant du commando du Bataclan, c'est Salah Abdeslam, le détenu le plus surveillé de France. Et pourtant, il est à nouveau dans l'actualité avec une histoire de clé USB. Julie. Oui, c'est un nom et un visage que personne n'a oublié. Salah Abdeslam, 36 ans, est le seul membre vivant du commando des attentats du 13 novembre. Arrêté en mars 2016 après une cavale de 126 jours, il est depuis placé en détention. Et si son nom revient dans l'actualité, c'est parce que la semaine dernière, on a appris que même s'il est en prison, il a été placé en garde à vue à 2 reprises. Pourquoi ? Parce qu'il aurait visionné via une clé USB des contenus djihadistes sur l'ordinateur qu'il a été mis à disposition dans sa cellule. En apprenant ça, forcément, plusieurs rescapés et plusieurs familles de victimes ont vivement réagi. Alors effectivement, Salah Abdeslam dispose bien d'un ordinateur dans sa cellule et il faut savoir que c'est légal. Officiellement, il utilise cet ordinateur pour suivre des cours pour une remise à niveau en français, nous a expliqué le syndicat national des directeurs pénitentiaires. Sauf que voilà, il y a 10 mois, lors d'une fouille de routine, les surveillants découvrent sur son ordinateur des traces de connexion à une clé USB. Et voici ce que le parquet national antiterroriste a révélé ce matin dans un communiqué de presse. Les analyses de l'ordinateur mettaient en évidence la présence de nombreux enregistrements sous forme de chemin d'accès à des fichiers audio, images ou vidéos, la plupart ayant trait à la propagande officielle d'organisations terroristes, État islamique ou Al-Qaïda. Alors, la question, elle est toute simple, c'est comment le détenu le plus surveillé de France a-t-il pu visionner des contenus djihadistes grâce à l'ordinateur dans sa cellule ? Les enquêteurs ont rapidement trouvé une piste, c'est une femme, c'est l'ex-compagne de Salah Abdeslam. Elle est actuellement en garde à vue, elle a reconnu avoir remis cette clé à Salah Abdeslam au cours d'un parloir. Alors, qui est cette femme ? Elle s'appelle Maëva B, elle a 27 ans, elle est originaire du Tarn-et-Garonne. Fascinée par le terroriste Salah Abdeslam, elle échange par correspondance avec lui depuis plus de 7 ans. Dès 2024, elle est autorisée à lui rendre visite en prison. Et pour le parquet national antiterroriste, Maëva B présente une radicalisation certaine et une fascination pour le djihad. Il y a des perquisitions qui ont été aussi menées au domicile de Maëva B. Et là encore, les enquêteurs ont mis la main sur des éléments vraiment très troublants, des discussions et des recherches qui laissent penser qu'elle préparait un projet d'attentat en France. Et le parquet antiterroriste demande sa mise en examen, ainsi que celle de Salah Abdeslam. Donc affaire à suivre. Comment expliquer ça ? Alors la clé USB, c'est très surprenant, effectivement, pour le détenu le plus surveillé de France. Et l'ordinateur, non ? L'ordinateur, s'il effectivement, il n'y a pas accès à Internet, il n'y a pas accès à l'extérieur, ce n'est pas un grand problème. C'est finalement quelque chose de très limité. Mais le problème, c'est la clé USB. Oui. C'est simplement de pouvoir avoir du contenu non vérifié qui arrive. Et puis, il y a un autre souci aussi. Ce sont ces visites, ces permis de visite, c'est des gens qui vont aller voir un détenu, qui sont radicalisés, qui ne sont pas de la famille, qui vont se présenter comme amoureuses, conjoints, etc. Ils ne se connaissaient pas. Non, mais voilà, ça pose un petit souci aussi. Il y a peut-être un petit souci de gestion des permis de visite, malgré tout. Il faut faire quand même très attention. Malheureusement, dans toute ma carrière, j'ai vu cette espèce de fascination. Et j'ai des espèces de groupies qui vont voir des criminels en détention. C'est quelque chose de très récurrent. Ils sont autorisés. Mais Monique Olivier allait voir Fourniret. C'est assez étonnant, et en matière de terrorisme notamment, des personnes qui demandent et qui se retrouvent fascinées, qui se retrouvent radicalisées finalement, ou également par la personne qu'ils ont visité en prison et qui deviennent dangereux à l'extérieur. Ça pose un souci. Mais tout est enregistré lors de ces visites ou pas ? Logiquement, quelqu'un qui est condamné définitivement, qui n'a pas d'enquête en cours, il n'est pas censé être enregistré. Mais non, les échanges sont confidentiels entre le visiteur et le visité ? Alors, je dis normalement. Maintenant, je ne sais pas en renseignement, le renseignement pénitentiaire, ce qu'il est capable de faire en renseignement, bien entendu. Par contre, judiciairement, il faut qu'il y ait une enquête pour qu'il puisse y avoir une écoute qui soit mise dans un parloir. Alors, 3 jeunes femmes ont été mises en examen et écrouées il y a quelques jours. Elles sont suspectées d'avoir préparé un projet d'attentat djihadiste. Ces femmes sont très jeunes. On assiste à un rajeunissement des profils. Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'il y a un effet des réseaux sociaux ? Ah oui, c'est une évidence. Il a fallu attendre d'abord l'État islamique pour avoir des mineurs faisant du terrorisme islamiste. Il n'y en avait pas chez Al-Qaïda, du tout. J'avais jamais vu un mineur
sur les bancs de la galerie Saint-Éloi avant l'État islamique. Là, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus parce qu'ils recrutent tout azimut. Et surtout, ils ne recrutent pas de la même façon. Ils recrutent par l'image, par l'émotion. Donc, c'est vraiment Les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux. Bon, il y a eu Internet, les vidéos, etc. Mais c'était pas. Ils ne cherchent pas à apprendre l'islam radical, en fait, dans les textes. Ils ne cherchent pas à donner une culture religieuse, même extrémiste. Ils veulent simplement se servir de jeunes qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, de se radicaliser, de faire une action, et puis en leur donnant un produit sur le marché qui s'appelle le terrorisme. Et vous avez dit quelque chose d'assez troublant récemment, un déséquilibré qui attaque quelqu'un, personne n'en parle, un déséquilibré qui attaque quelqu'un en criant Allahu Akbar, ça fait l'ouverture du 20h. Bah oui, c'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Il y a plein de coups de couteau, il y a des agressions à l'arme blanche tout le temps en France, ça fait 3 lignes. Si vous criez Allahu Akbar, là, vous êtes au journal de 20h. Et ça pose un petit problème sur les déséquilibrés qui ont envie de donner un éclat particulier à leur action. Comme on connaît les tueurs de masse aux États-Unis, aussi, qui mettent en scène tout ça pour que ça donne de l'ampleur. Donc ce problème de mimétisme fait que parfois le parquet national antiterroriste est gêné pour prendre l'affaire ou pas, parce que le profil du gars... Oléron, c'est ça? Oui, tout à fait. Le profil du gars, c'est quand même très rapidement radicalisé, avec personne autour, rien du tout, pas d'entreprise terroriste au sens entreprise, quelque chose de structuré, un projet structuré. Et donc, là, c'est le problème des médias. C'est le problème de nous aussi qui sommes rentrés là-dedans très vite, en prenant beaucoup d'affaires simplement sur la base de 2 ou 3 cris Allahu Akbar au moment des agissements, et moins sur le fait que le terrorisme est d'abord normalement une criminalité très organisée. C'est normalement un projet, une entreprise, dit le texte. Et donc on a laissé penser aux Français qu'était terroriste tout acte dès qu'il était revendiqué idéologiquement ou religieusement. En fait, la définition est quand même plus restrictive que ça. Vous revenez dans le livre sur votre longue expérience. Ce qui a été le plus dur pour vous, c'est les affaires de torture ou de barbarie commises par des parents sur leurs enfants. Oui, c'est sûr qu'humainement, c'est encore plus difficile. Puis c'est contre nature, quelque part. Enfin, quand on est parent, se dire que juger des affaires où on voit des parents qui s'amusent vraiment, enfin, qui par perversité vont torturer leurs enfants. J'en juge en cour d'assises, parce que je suis président de cour d'assises avant tout, aujourd'hui. Et puis le pire, c'est notre incapacité à protéger les enfants rapidement, à les mettre dans des lieux sûrs, c'est-à-dire des familles d'accueil accueillantes, ou des foyers où ils puissent avoir une vie normale. On a abandonné en France complètement la protection de l'enfance en danger. C'est un constat de toute ma carrière, mais on arrive à un paroxysme. On juge des affaires où les enfants sont violés chez eux, on les met dans une famille d'accueil, ils sont violés encore également. Enfin, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va plus du tout. Il n'y a pas d'argent dans certains départements. L'aide sociale à l'enfance, c'est le département qui finance. Il y a des départements où il n'y a pas d'argent. Ça fait des années qu'on nous dit ça, et chaque ministre à ce ministère-là nous dit qu'il va débloquer des moyens à chaque scandale. Ça n'a pas changé. Non, c'est de pire en pire. Aujourd'hui, il y a des juges des enfants qui placent un enfant, ils prennent la décision, et 10 mois plus tard, elle n'est toujours pas exécutée. Donc les enfants sont toujours dans leur milieu dangereux, parce qu'on n'a pas trouvé une place, en attendant de trouver une place. Je précise quand même que tous les enfants perturbés qui vont être victimes de violences, d'abus, etc., vont devenir des jeunes adultes dangereux. La plupart d'entre eux. Donc on est en train de créer des générations, effectivement, de personnes à tendance légèrement psychopathe et qui vont produire tous nos délinquants et nos criminels du futur. C'est très violent peut-être pour eux d'entendre ça ce soir, non ? Très violent pour eux, pour ces enfants-là. Non, écoutez, c'est de l'espoir aussi. Si on les laisse tomber complètement, si on ne les laisse pas être soutenus, si on ne met pas de paquet pour eux, pour ces enfants en difficulté, ils sont les premiers à bien comprendre qu'ils vont développer des gros problèmes de comportement, des failles narcissiques immenses, etc. Donc, c'est pas violent, c'est les considérer comme enfance en danger. C'est effectivement faire en sorte que d'un enfant en danger, il ne devienne pas un adulte dangereux. C'est quand même de la vraie prévention, pour le coup.